Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle saison de nos émissions Les Causeries de la Santé et Santé Live. Je vous le rappelle, ces émissions elles vous sont proposées par l'Université de La Réunion avec le soutien de l'Europe, de la région Réunion, et ces émissions nous les construisons avec le CHU, l'ORS et l'IREPS de La Réunion. Rappelez-vous, l'année dernière, nous avions clôturé l'année sur une émission Santé Live dédiée au diabète. C'était au mois de novembre, à l'occasion de la Journée mondiale. Lors de cette émission, était présente déjà parmi nous le professeur Estelle Nobécourt. Bonjour Estelle. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Voilà. Alors peut-être pour ceux qui la découvrent, qui arrivent sur notre chaîne pour la première fois, peut-être vous laisser quelques minutes Estelle pour dire quelques mots sur ce que vous faites. Merci Cédric. Donc du coup, moi je suis diabétologue au CHU de La Réunion. Je suis aussi endocrinologue et médecin nutritionniste. Et je suis aussi professeur de nutrition à l'Université de La Réunion et chercheur sur la prévention du diabète essentiellement, la raison pour laquelle nous avions fait l'émission en novembre sur la prévention du diabète. En effet, une émission complètement dédiée au diabète. Mais c'est pour ça aussi que finalement, on propose de réouvrir cette nouvelle saison, avec l'idée de repartir du bon pied, d'où l'intitulé de cette émission, Manger, bouger, partons du bon pied. Donc effectivement, l'idée de cette émission, c'est de partir sur du concret et de voir ensemble comment on peut faire. Ça sera plutôt la prévention du diabète, finalement, notre thème aujourd'hui. On va aborder cette dimension en 3 grandes parties. Une première partie dédiée à connaître son risque, savoir où on en est par rapport à cette pathologie. Le professeur Nobécourt va nous parler du FINRISC, du site Prédiabrone qui est là pour nous aider à évaluer ce risque. Et puis évidemment, on le sait maintenant, prévenir le diabète, c'est changer nos habitudes de vie, notamment la manière dont on mange et la manière dont on vit au quotidien, la manière dont on bouge. Et c'est bien de ça dont nous allons parler pendant toute cette émission. Première partie de l'émission, professeur Nobécourt, connaître son risque, ce que vous avez fait à La Réunion avec vos collaborateurs, le FINRISC, un outil pour évaluer le risque, mais fait à La Réunion pour les Réunionnais. Alors tout à fait. Alors juste quand même préciser que la prévention du diabète par l'alimentation et l'activité physique, c'est pas spécifique. Oui. L'activité physique régulière et l'alimentation équilibrée, c'est bon pour tout le monde. Donc c'est ce que tout le monde doit pratiquer. Et en le pratiquant, on reste en bonne santé. Et en restant en bonne santé, on prévient les maladies liées à l'alimentation. Il y a le diabète, mais il y a aussi les lipides, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, etc., etc. On sait quand même que si on veut rester en bonne santé, il faut bien nourrir son organisme, bien s'occuper de soi, de sa maison, finalement. Alors, donc, du coup, pour le risque. Comment connaître son risque de devenir diabétique? Il existe en France et dans le monde un score qui est recommandé, qui est le score FINRISC. Et comme son nom l'indique, ce score il a été développé en Finlande. Et donc la population en Finlande n'est pas tout à fait la même population qu'à La Réunion. Chacun ses spécificités. Et c'est vrai qu'une des questions qu'on s'est posées avec l'équipe de recherche du CHU de La Réunion et de l'université, c'était de se dire, mais est-ce que ce score il est adapté à la population de La Réunion? Donc on a repris une ancienne étude qui s'appelle l'étude REDIA, qui a eu lieu il y a 20 ans. Mais l'intérêt de cette étude, c'est qu'elle a permis un suivi des personnes qui y ont participé à 7 ans. Et donc on a regardé finalement les personnes qui, sur l'étude d'origine, n'étaient pas diabétiques, lesquelles, 7 ans plus tard, devenaient diabétiques. Et parmi les facteurs finalement de risque de devenir diabétique, on a retrouvé exactement les items du FINRISC, c'est-à-dire être en surpoids, avoir un tour de taille plus élevé, pratiquer une pratique plus faible d'activité physique, le fait d'avoir déjà une hypertension artérielle traitée, ou le fait d'avoir déjà des antécédents de diabète dans la famille, ou d'avoir déjà fait un diabète, notamment un diabète pendant la grossesse. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont effectivement liés avec le risque de développer un diabète plus tard. Et quand vous regardez le FINRISC, toutes ces questions, elles sont colligées dans ce FINRISC qui contient 8 questions. L'âge, finalement, les antécédents de diabète, le tour de taille, l'activité physique, le fait de manger des fruits et légumes, l'hypertension artérielle, le taux de sucre élevé déjà ou diabète gestationnel, et puis bien sûr l'indice de masse corporelle, c'est-à-dire le poids sur la taille au carré. Alors vous allez dire, c'est compliqué. Où est-ce qu'on peut le retrouver, ce test? C'est une question. Ah bah.
Eh bien, ce test, on peut le retrouver finalement sur le site prediabrun.re et aussi masanté.re. Vous avez comme ça sur le site prediabrun.re le test que vous pouvez faire en ligne où du coup vous avez ces 8 questions. Vous avez aussi la possibilité de calculer votre indice de masse corporelle pour pouvoir le mettre dans le questionnaire et vous avez à la fin un score. Alors attendez, une petite seconde avant qu'on arrive sur l'interprétation du score. Si je fais une petite synthèse, effectivement, le FINRISC qui vient de Finlande, l'idée c'est d'identifier chez une personne en fait, le risque qu'elle a de devenir diabétique par rapport à un certain nombre de paramètres de sa vie, la manière dont elle vit et de ses antécédents. Ici, avec les unités de recherche, avec le CHU, vous vouliez savoir dans quelle mesure ça pouvait s'appliquer ici. Vous aviez cette recherche, REDIA, qui a permis de suivre des gens pendant 20 ans, pendant 7 ans. Oui. Voilà, l'étude à 20 ans, mais la cohorte a été suivie pendant 7 ans, ce qui vous a permis finalement de vérifier ces items et de s'assurer que, en tout cas, d'adapter finalement cet outil aux caractéristiques plus précises de la population réunionnaise. Et ça permet finalement, si on est en surpoids ou pas, si on a des antécédents dans la famille, etc., c'est des choses que vous avez combinées pour faire une espèce d'échelle de risque. Et l'objectif, c'est quand même de tirer la sonnette d'alarme, de mettre un curseur, de dire attention et de repérer peut-être les patients le plus vite possible, en tout cas le plus tôt possible. Exactement. Alors, sauf que cette échelle, nous, on ne l'a pas adaptée pour le moment. L'étude n'était pas faite, elle était sous-dimensionnée et ce n'était pas son objectif. Donc, on n'a pas vraiment pu l'adapter. Notre objectif final, c'est de faire un run risque, c'est-à-dire un vrai score de risque de développer un diabète à La Réunion. Nous, ce qu'on a fait, c'est de valider que les items du FINRISC, donc qui est le score de risque recommandé en France pour dépister les sujets à risque de devenir diabétiques, était bien adapté. Et donc, on a validé en tout cas que dans les items du FINRISC, c'était bien des facteurs de risque de développer le diabète qu'on retrouvait dans la population de La Réunion, c'est-à-dire par exemple une personne qui a un surpoids, c'est-à-dire un indice de masse corporelle entre 25 et 30 ou une obésité, un indice de masse corporelle supérieur à 30, cette personne, par rapport à une personne réunionnaise qui a un poids dans les normes, donc un indice de masse corporelle entre 18 et 25, cette personne aura plus de risques de devenir diabétique 7 ans plus tard. Mais ce n'est pas le seul facteur de risque. Toutes les personnes qui ont un surpoids ou une obésité ne vont pas développer le diabète. Donc, il y a besoin d'autres facteurs. C'est pour ça qu'il y a une combinaison finalement de 8 facteurs de risque. Et pour l'instant, on ne peut pas dire quel est celui qui est prépondérant par rapport à l'autre. Quel est le cut-off, c'est-à-dire quel est le seuil finalement de poids à partir duquel on a plus de risques de développer le diabète dans la population de La Réunion. Tout ça, on n'a pas encore les outils pour le faire et on est en train de mettre en place une étude justement pour le valider. Ça va encore demander quelques années. Oui, c'est des études qui sont très longues. C'est comme pour l'âge, il me semble qu'il y avait eu des débats là-dessus. Il faut pouvoir, dans le FINRISC, je crois que c'est 40 ans qu'il y a. Voilà, c'est même 45 ans. C'est 45 ans l'âge. Bon, à La Réunion, on disait qu'on pouvait en trouver plus jeunes, donc il y a tout un travail à faire pour savoir à partir de quel âge concrètement le risque devient plus élevé à La Réunion. Exactement, on voit bien dans les patients qu'on suit et même dans les courbes qui sont sortis par Santé publique France de l'âge à partir duquel on voit apparaître des sujets diabétiques de type 2, qu'à La Réunion, ça apparaît, la courbe démarre beaucoup plus tôt, 5 ans en moyenne plus tôt par rapport à la métropole. Donc on voit bien qu'on a nos spécificités et c'est pour ça qu'on veut aller vers un run risque. Pour l'instant, on a déjà validé que les items du FINRISC étaient bien des items liés au risque de développer un diabète à La Réunion et c'est pour ça qu'on l'a appelé FINRISC pays. Ouais. Très bien. Alors, on a évoqué les 8 facteurs, et donc ce FINRISC permet d'avoir un score, et donc il faut interpréter ce score. Voilà, alors là aussi, c'est vrai qu'on en a fait une interprétation entre guillemets pays. Normalement, le score de FINRISC, l'interprétation, c'est vous avez entre 0 et 11, votre risque de développer le diabète, c'est 2%. Vous avez entre 12 et 14, votre risque de développer un diabète, c'est 10%.
Bon, ce n'est pas les chiffres exacts, hein, mais voilà la réponse qui est donnée. Or, c'est absolument pas concret et un sujet, c'est pas quoi faire. Bon, il a 10%, 5%, 8%, 1%, 20%, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est pour ça qu'on a voulu aussi rendre cet outil plus concret pour qu'il puisse être utilisé par les médecins traitants, mais par tous, hein, tout le monde peut calculer son fin risque. Et donc, on a gardé par contre les barres, les seuils, qui étaient les seuils proposés par du coup la Haute Autorité de Santé, c'est-à-dire le fait d'avoir un fin risque supérieur à 12 est associé à un risque modéré à élevé, à très élevé, de développer un diabète, et on a gardé ces seuils modérés, élevés et très élevés. Par contre, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a rendu plus concret, c'est-à-dire vous êtes au-dessus de 12, en gros, allez voir votre médecin traitant et faites la prise de sang. Puisque le diabète, je le rappelle, ça ne se diagnostique pas sur le fait d'avoir mal à la tête, mal au ventre, ça peut pas. Il n'y a pas de symptômes au début, non. Oui. Sauf quand la glycémie est très élevée, et là, les symptômes, c'est de faire beaucoup pipi et d'avoir très soif. Mais il faut attendre des glycémies qui sont bien au-delà de 2 grammes. Or, nous, ce qui nous intéresse, c'est de le dépister le plus tôt possible pour ne pas laisser les sujets, justement, évoluer vers des glycémies très élevées. Voilà. Donc, l'idée, c'est de repérer ces sujets et de les amener vers le médecin traitant pour faire la prise de sang. Et donc là, une fois que la prise de sang est faite, là, c'est le médecin qui pourra faire le diagnostic en disant, bon, bah là, vous voyez, votre glycémie, elle est à temps, vous êtes diabétique ou vous êtes prédiabétique ou votre glycémie, pour le moment, est normale. Mais n'oubliez pas que vous êtes à risque. Donc, jouez sur vos facteurs de risque. Et c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie de l'émission, puisqu'effectivement, les facteurs de risque qu'on voit dans le fin risque, c'est le poids, sur lequel on peut jouer, alimentation, activité physique, c'est le fait de manger peu de fruits et légumes, et puis c'est le fait de faire peu d'activité physique. Tout ça sont des facteurs de risque sur lesquels on peut tout à fait jouer. Oui, parce qu'il y en a d'autres sur lesquels on ne peut pas grand-chose. Hein. La génétique, on ne peut pas le changer. Hein. Donc l'idée, c'est quand même de repérer là où on a des leviers d'action, et c'est effectivement la deuxième partie de notre émission. Donc, ce fin risque, il est pour les professionnels de santé, mais vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, tout le monde peut y aller. Il y a le site internet qui est là pour ça, qui vous guide. Vous pouvez répondre aux questions, vous pouvez calculer votre IMC. En tout cas, ça fait le calcul pour vous, c'est pas mal. Et ça vous donnera effectivement votre score et la conduite à tenir, s'il y a à aller voir son médecin ou pas, ou en tout cas à continuer à rester dans des approches de prévention. Voilà, et ce qui est quand même important, donc du coup à resignaler, c'est que le médecin traitant va donc du coup proposer une prise de sang qui est au départ une glycémie à jeun, c'est-à-dire le matin avant de prendre son petit déjeuner, on va au laboratoire, on fait la prise de sang. Si la glycémie à jeun est dans les normes, mais que le risque est très très élevé, le médecin peut proposer ce qu'on appelle une hyperglycémie provoquée par voie orale, c'est-à-dire au laboratoire, on fait la prise de sang à jeun, après on vous donne 75 grammes de glucose, donc c'est un bol d'eau assez sucré, parfumé au citron ou à l'orange. Et 2 heures après, on refait la glycémie. Et c'est vraiment un test, c'est une épreuve d'effort finalement. On pousse un peu l'organisme pour voir s'il y a un risque de développer le diabète ou pas. Et donc cet examen est vraiment l'examen le plus sensible pour pouvoir dépister des diabètes très tôt, voire des prédiabètes, donc le stade avant le diabète, où on peut faire beaucoup de choses pour ne pas devenir diabétique. C'est ce qui est fait pour les femmes enceintes déjà. Exactement, les femmes enceintes, pratiquement toutes les femmes enceintes le font. Test, oui. Voilà. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que si tous ces tests sont normaux, prise de sang, si toutes les prises de sang sont normales, si le risque est élevé, il reste un risque de développer le diabète dans les années qui viennent. Oui. Pas normal aujourd'hui, mais si je reste sur le même chemin, il pourrait être anormal sous peu. Exactement. Okay. Et donc, c'est pour ça que ce risque, il faut vraiment travailler dessus et on peut travailler dessus. Eh ben, c'est justement la bonne transition vers la deuxième partie de l'émission. Et c'est l'idée de partir du bon pied. Hein. Donc on vient de régler la première partie. Partir du bon pied, c'est de savoir déjà d'où on part et de connaître son risque. Donc allez sur prediabron.re. Deuxième partie de l'émission, c'est son mode de vie. Comment on vit, notamment comment on mange, comment on bouge, comment on se déplace. Il y a plein de questions qu'on peut se poser. On a choisi d'aborder cela pour vous avec une approche qui sont les recommandations officielles du plan national nutrition santé qui est le plan qui est poursuivi par le ministère de la Santé mais aussi le ministère de l'Agriculture et des Forêts autour de l'alimentation et de la nutrition en général des Français. Donc
les recommandations nutritionnelles. C'est de là, rappelez-vous, que venait ce célèbre manger 5 fruits et légumes par jour. Tout le monde l'a entendu au moins une fois. Ces recommandations ont été mises à jour il y a quelques années suite à un rapport sorti en 2017, je crois, le rapport de l'ANSES. Aujourd'hui, les recommandations nutritionnelles se présentent sous cette forme-là que vous avez à l'écran. Il y a 3 grandes parties. Une première partie qui nous dit qu'il y a des choses qu'on doit augmenter, faire plus, consommer plus. Il y a des choses qui sont peut-être un peu nouvelles ou peut-être pas déjà dans nos habitudes, vers lesquelles il faut aller, d'où l'idée de aller vers. Et enfin, il y a des choses que nous devons réduire. Et ce qu'on vous propose aujourd'hui avec le professeur Nobécourt, c'est d'aller un petit peu en détail dans ces 3 grandes familles, ce que nous devons augmenter, ce vers quoi nous devons aller un peu plus et ce que nous devons réduire. Qu'est-ce que nous devons augmenter? Je crois que le premier item est tout particulièrement important à La Réunion. Exactement. Alors après, il faut quand même revenir un peu sur les recommandations nutritionnelles. C'est pour l'ensemble de la population et c'est pour que l'ensemble de la population soit et reste en bonne santé. Donc, elles sont importantes. On en est au 4e plan national nutrition santé. Ça veut dire que ces recommandations, elles n'arrêtent pas d'évoluer en fin de compte, en fonction de ce qui paraît, de la littérature. La littérature, ça veut dire tous les articles scientifiques qui vont montrer qu'une classe de nutriments est bonne pour la santé, pour éviter le développement de maladies cardiovasculaires ou de diabète, etc. Donc ces recommandations, c'est intégré. Et donc ces recommandations, elles ne sont pas que pour les sujets à risque de développer des pathologies, elles sont vraiment pour tout le monde, petit et grand. Et avant, ces recommandations, si vous vous souvenez bien, c'était une pyramide avec différents niveaux. Et on a tous en tête cette pyramide qui nous a été présentée plusieurs fois. Et on s'est bien rendu compte que cette pyramide, ça n'allait pas, puisque pour quelqu'un qui ne mange jamais de fruits et légumes, tout de suite 5 fruits et légumes, ça semble une marche trop importante. Par contre, aller vers la consommation de 5 fruits et légumes par jour, ça doit être l'objectif. Et c'est pour ça que ces recommandations, elles ont évolué. Et elles évoluent avec, aussi pour aider les gens, pour pouvoir les suivre. Donc c'est vraiment important. Et effectivement, comme tu disais, Cédric, 2019, c'est le 4e plan national nutrition santé. Donc elles sont toutes récentes et je pense qu'elles sont beaucoup plus adaptées quand même que cette fameuse pyramide qui était parfois difficile pour les gens à s'approprier. Donc avant de rentrer dans le détail de ces recommandations, juste si ça vous intéresse, on évoque depuis tout à l'heure le PNNS, Plan National Nutrition Santé, 4e génération, vous l'avez dit. Il y a un site internet dédié à ce plan, site internet qui est fait pour la population française. Il suffit d'aller sur mangerbouger.fr et vous retrouverez tous les détails sur ce plan, y compris les éléments qu'on va vous présenter là. Donc première grande famille, ce qu'on doit augmenter, ce qu'on doit faire plus, qu'on doit consommer plus. Le premier item, c'est les fruits et légumes. Alors, à La Réunion, qu'est-ce que ça veut dire manger plus de fruits et légumes? Alors, quand on parle de fruits et légumes, c'est sûr qu'on parle essentiellement, quand on dit 5 fruits et légumes, c'est 3 portions de légumes et 2 portions de fruits. Et c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention parce que on se dit, bon ben voilà, moi j'ai quand même déjà entendu en consultation, j'ai bu un verre d'orangina, j'ai pris un fruit. Non, l'orangina, c'est pas une orange, et c'est un soda, une boisson sucrée, c'est aromatisé. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on met derrière. Tout n'est pas équivalent. Même les jus de fruits frais ou les jus 100% fruits ne sont pas tout à fait l'équivalent, par exemple, d'un fruit frais. Pourquoi c'est plus intéressant de manger un fruit frais que de manger le jus, même avec extracteur de jus? On voit bien que quand on utilise l'extracteur de jus, même les plus performants, il y a quand même pas mal de déchets. Et ces déchets, c'est des fibres. Et les fibres, il faut en consommer au moins 20 grammes par jour. Elles sont importantes pour notre corps et importantes notamment pour le microbiote, dont on entend parler beaucoup, pour avoir un intestin et pour être en bonne santé. C'est vraiment important d'avoir ces fibres. Et malheureusement, quand on prend un jus à la place du fruit, on se prive de ces fibres. Déjà, c'est un petit exemple. Donc, effectivement, favoriser les portions de légumes, plus de légumes que de fruits. Alors, les discours sur la tomate, c'est un fruit, un légume, les carottes, c'est un fruit, un légume, c'est pas grave. Voilà. Et les légumes, c'est sous toutes ses formes. Ça peut être cru, ça peut être cuit, ça peut être des tomates cerises, des bâtonnets de carottes, ça peut être de la purée de carottes, ça peut être un gratin chouchou, ça peut être n'importe quoi. Les légumes sous toutes ses formes. Ce qui est important, c'est d'essayer au moins aux repas principaux, le midi et le soir, d'avoir la présence de ces légumes
et un fruit en dessert. Donc effectivement, en étant très concret, partir du bon pied, ça serait de se dire, à partir de maintenant, on va essayer à chacun des repas, notamment les principaux, hein, le midi et le soir, d'avoir d'une manière ou d'une autre, d'une forme ou d'une autre, au moins un légume dans ce qui peut ne pas être le cas. Hein. C'est pour ça que je dirais que c'est finalement une avancée de se dire que si déjà à chaque repas, d'une manière ou d'une autre, on consomme un peu de fruits ou de légumes, c'est déjà une avancée. Oui, et en plus, ça peut être sous toutes ses formes. Voilà, ça peut être une entrée Ouais. de crudité, ça peut être un peu de salade, ça peut être des tomates cerises, ça peut être des tomates. Si c'est du rougail, Ça peut être des brocolis dans le chop un suey, peu ça plus. peut être... Voilà, voilà. Et le rougail, eh ben, on en fait plus, on met moins de piment. exactement. On met autant de rougail que de carie et ça fera une bonne portion de fruits ou légumes. Le temps passe, on va essayer d'aborder chacun de ces items en y passant plus ou moins de temps. Alors deuxième, alors ça c'est intéressant parce que ça c'est rentré, avant c'était pas dans les recommandations nutritionnelles, on nous parle d'augmenter notre consommation de légumes secs, lentilles, haricots, pois chiches, etc. Alors qu'est-ce que c'est que cette famille d'aliments et puis comment concrétiser ça? En gros, c'est ce qu'on appelle les grains ici. Bah oui, hein. Et c'est vrai qu'on a de la chance ici, ça fait partie de l'alimentation et de la culture. Par contre, là où il faut faire attention, c'est que quand on interroge les jeunes par rapport au gramoun, eh ben, on a l'impression que malheureusement, ce qui se perd, c'est les grains. Oui. Et c'est vraiment dommage, puisque vraiment les recommandations nutritionnelles, elles le mettent du coup, en valeur. Parce qu'effectivement, pourquoi c'est intéressant les grains par rapport au riz? Oui, ça contient des féculents, donc du sucre quelque part, complexe, mais il y a aussi des protéines. 20% des grains, ce sont des protéines. Et puis, il y a la coque autour. Ce sont encore une fois ces fameuses fibres dont on parle. Donc, c'est vrai que vraiment, c'est des aliments qui sont assez complets et très intéressants. Donc, il ne faut pas mettre les grains de côté. Et pour ceux qui sont végétaliens, c'est-à-dire qui ne mangent vraiment aucun produit dérivé des animaux, pour pouvoir avoir les apports en acides aminés essentiels, on sait que dans les céréales, par exemple, on n'a pas tous les acides aminés et qu'il faut combiner les acides aminés finalement des grains et des céréales pour pouvoir avoir tous les acides aminés essentiels, même s'ils sont un peu moins bien absorbés que ceux dérivés des animaux, mais au moins il n'y a pas de carence en acides aminés essentiels. Donc c'est vraiment très important. Ne pas abandonner les grains. Donc une autre résolution, garder les grains dans son alimentation au moins une fois par jour. Pour nous, il ne s'agira pas forcément d'augmenter cette famille-là, mais en tout cas de la préserver. Oui. Hein, et puis effectivement, peut-être que par rapport à la façon classique qu'on a de se servir, c'est mettre un peu moins de riz et finalement garder une bonne proportion de grains. Exactement. Ok. Suite, continuons, le temps passe très très vite et il y a encore beaucoup d'items. Les fruits à coque, alors ça c'est peut-être un peu nouveau et pas dans nos habitudes. Comment réussir à avoir un peu plus de ce qu'on appelle des fruits à coque, c'est-à-dire les noix, les noisettes, les amandes. De toute façon, on en voit aussi beaucoup plus dans les commerces aujourd'hui. Comment intégrer ça intelligemment dans nos habitudes alimentaires? Alors oui, ça c'est important. Alors ce qui est important quand même, c'est que quand on parle de ces fruits à coque, noix de cajou, amandes, etc., c'est non salé. Hein, parce que sinon, si vous rajoutez le sel, vous rajoutez une composante qui n'est pas très... Elles sont souvent présentées comme ça, voilà, c'est-à-dire salées pour l'apéro. Exactement. Ouais. Alors après, on peut les prendre nature, les torréfier soi-même, c'est-à-dire les faire brunir à la poêle, et on peut retrouver ce goût torréfié sans ajouter le sel. Donc ça déjà, c'est un point intéressant. Donc en général, c'est quand même des oléagineux donc, qui sont remplis de graisse, donc il ne faut pas non plus en manger beaucoup. Oui. On dit une petite poignée, l'équivalent d'une petite poignée par jour. Et souvent, ça peut être l'occasion du goûter ou de la collation. C'est vrai, la collation de 4 heures, et ben, du coup, on peut mettre ces oléagineux. Bien sûr, il ne faut pas être allergique. Et puis, il faut faire attention chez les jeunes enfants. D'accord, donc si on peut en manger, on n'est pas allergique ou on n'est pas un jeune enfant, on ne risque pas de s'étrangler avec. Une façon concrète d'aborder ça, c'est d'en avoir une petite poignée à 4 heures plutôt que de grignoter quelque chose transformé ou moins intéressant, on peut grignoter ça. Voilà, puis mélanger avec des fruits secs, ça voilà, peut être aussi intéressant. Mais pas dans sa version grillée salée pour l'apéro comme ça peut exister. On peut le torréfier soi-même, Voilà. mais par contre, et puis il existe maintenant des pâtes d'amandes, des pâtes de noix de cajou, des pâtes que vous pouvez justement utiliser sur les tartines le matin. Ça peut être aussi une bonne façon d'en manger. Voilà une façon très concrète d'aborder cette recommandation. Alors les deux suivantes, il y a le fait maison et l'activité physique. Et là, on est bien entendu dans la famille augmenter plus, en consommer plus, en faire plus. Le fait maison, cuisiner.
C'est très très important. C'est-à-dire que maintenant, avec tous les produits fabriqués, on ne sait plus ce qu'on a dans son assiette, on ne sait plus ce qu'on mange finalement. Les plats tout préparés, les gâteaux. Il faut revenir vraiment à l'essentiel, acheter des produits bruts. Alors, ça prend du temps de cuisiner, mais au moins, on sait ce qu'on mange, on sait de quoi on nourrit notre maison, notre organisme. Et puis surtout, cuisiner, ça peut être l'occasion de remettre du lien aussi dans la famille. Les enfants, souvent, aiment bien participer. Alors, on dit, oh, on n'a pas le temps, on rentre du boulot, tout le monde a faim, il faut manger tout de suite, c'est plus facile, on met une pizza au four, allez hop, c'est prêt, tout le monde mange et puis tout le monde est tranquille. Mais non, ça peut s'anticiper, préparer les plats le week-end. Quand on en fait plus, on congèle le reste, on le décongèle avant de partir à l'activité et quand on revient, le plat est prêt. Enfin, il y a vraiment, vraiment plein de façons de s'organiser pour le fait maison et c'est vraiment très important de savoir ce qu'on mange et ce qu'on a dans l'assiette. En effet, et puis de toute façon, si la recommandation intègre ces documents et ces recommandations officielles du PNNS, c'est qu'il y a aussi des éléments scientifiques derrière qui encouragent à avoir davantage ce mode-là dans son alimentation. Alors non pas qu'il faille absolument diaboliser ce qu'on avait appelé les produits transformés en fait, ce qui est déjà un peu préparé, mais c'est en tout cas que ça ne doit pas devenir à prendre une part majoritaire de ce qu'on consomme. Ça doit être exceptionnel pour le plaisir ou en arrangement, parce que parfois on n'a pas le temps, et la réalité c'est que parfois on n'a pas le temps, effectivement. Et comme vous dites, l'intérêt c'est peut-être de s'organiser un peu en amont, ou au contraire tout simplement de prendre le temps de préparer et de maîtriser ce qu'on mange, parce que ce qu'on peut reprocher aussi au tout préparé, même s'il y a des étiquettes très compliquées qui sont censées nous dire tout ce qu'il y a dedans, finalement on consomme des choses mais on n'a pas conscience de la quantité de matière grasse, de sucre ou de sel qu'on mange quand on prend du tout prêt, tout transformé, juste prêt à réchauffer. Voilà, après, il ne faut pas tout diaboliser. On peut maintenant, dans le tout prêt ou dans les surgelés, il y a des légumes surgelés, hop, on les met dans la poêle ou au micro-ondes, dans 5 minutes, c'est prêt. Toujours essayer de prendre le plus simple possible. Voilà. Dernier item de cette famille augmentée, l'activité physique. Ah bah ça, Cédric, je parle inconvaincu. L'activité physique sous toutes ses formes, mais c'est-à-dire par l'activité physique, c'est pas forcément la salle de sport, lever des poids, aller faire du jogging. Non, le fait de marcher, de bouger, d'utiliser les escaliers, de moins utiliser sa voiture. Faut se fixer au moins une demi-heure d'activité physique. Modéré, c'est-à-dire modéré, c'est transpirer un petit peu quand même. Alors là, c'est facile, vu le temps qu'il fait. En ce moment, on transpire facilement, parce mais qu'on peut transpirer sans même voilà. bouger. Ou sinon, c'est l'équivalent, par exemple, de 45 minutes aller faire ses courses. Ben, ça, c'est de l'activité physique faible. Hein, c'est pas modéré. Modéré, c'est le niveau un petit peu au-dessus. Ou alors 20 minutes d'activité physique intense, où là, vous pouvez pas parler avec celui qui vous accompagne. Mais en tout cas, tout ce qui est bouger, c'est-à-dire rester assis le moins longtemps possible. C'est ça, bien deux façons de le voir, cette activité physique. D'une part, c'est ce que vous dites, c'est profiter de chaque opportunité pour être debout, pour faire un trajet à pied ou en vélo ou en trottinette, parce qu'il y a aussi plein de nouvelles choses tout aussi ludiques pour se déplacer aujourd'hui et qui permet finalement de ne pas être en position totalement inerte, assis comme dans une voiture. Donc ça, et puis effectivement, essayer de trouver une activité, quelque chose qui nous fait bouger, qui nous essouffle un peu, mais où on s'amuse. Effectivement, commencer l'année du bon pied, pour reprendre un peu le titre de cette émission, c'est d'essayer de rester sur ce pied-là tout au long de l'année, et donc ne pas aller sur quelque chose pour le faire 3 semaines, et puis se rendre compte que finalement ça nous embête et ne pas le faire. L'intérêt, c'est de trouver, alors peut-être essayer plein de choses, mais trouver une façon qui fait qu'on l'intègre dans notre vie, et qu'on va s'amuser le plus régulièrement possible, au moins 2 ou 3 fois par semaine. Puis on a de la chance à La Réunion. À La Réunion, c'est magnifique. Il y a la plage, il y a la montagne, enfin, il y a tout ce qu'il faut, il y a la forêt, tout ce qu'il faut pour aller, pour se promener, pour bouger, pour sortir. Alors, le temps passe très vite. Nous referons très certainement une causerie pour aborder plus en détail les 2 autres familles. On a évoqué plein de choses. Il existe à La Réunion des outils qui ont été faits pour les Réunionnais pour les aider à aller dans ce sens-là. Alors, peut-être on vous avait préparé une diapo effectivement là-dessus. Il y a des sites internet qui ont été faits pour vous aider. N'hésitez pas à y aller, ne serait-ce pour y trouver des idées, de l'inspiration. Parce qu'effectivement, ce qui était un peu compliqué dans tout ça, notamment sur l'alimentation, c'est que c'est tous les jours, c'est 2 fois par jour, donc c'est tout le temps. Essayer tous les midis, tous les soirs, tout ce qu'on doit préparer ou quand on fait ses courses. Donc ça demande finalement à avoir des idées, d'être inspiré. Ces sites internet peuvent vous y aider. Il y a le site masanté.re, site derrière lequel
c'est un peu le site officiel, derrière lequel il y a l'ARS pour la santé des Réunionnais. N'hésitez pas à y aller, vous y retrouverez des dossiers d'informations, mais aussi des trucs, des astuces, des recettes. Pilonpilé.re, alors c'est un site que nous avons fait de l'IREPS Réunion, avec le soutien de l'ARS évidemment, du conseil départemental. Pilonpilé.re, c'est un site autour de l'alimentation, vous y trouverez des recettes, mais aussi quelques vidéos pédagogiques sur... parce que pour cuisiner, il faut apprendre à cuisiner, il faut avoir un peu de savoir-faire. On a fait quelques vidéos pédagogiques pour retransmettre quelques bases en cuisine. Vous trouverez par exemple une vidéo sur toutes les façons de découper un chouchou pour le préparer en fonction de ce qu'on veut faire avec. Et enfin, il y a le site du réseau pédiatrique 974 pour ce qui concerne plus particulièrement les enfants. Je vous rappelle, et je l'ai évoqué tout à l'heure, le site mangerbouger.fr qui est le site du plan national nutrition santé. Et enfin, on peut le rappeler, le site prediabron.re qui vous permettra de vous tester et de connaître votre risque de développer un diabète à court, moyen ou long terme. Professeur Nobécourt, nous ne sommes pas allés au bout de notre programme, ce qui va heureusement nous obliger à nous retrouver pour aborder l'allait vert et le réduire. Finalement, c'est pas plus mal, on aura pris le temps de bien décortiquer ce qu'il nous faut augmenter. Alors je répète, plus de fruits et légumes, chaque occasion de repas doit être une occasion d'ingurgiter un fruit ou un légume. Les grains, il ne faut pas les perdre, ça fait partie de nos traditions. Voilà, privilégions un petit peu moins de riz, plus de gras, en tout cas il faut le garder. Les fruits à coque, c'est intéressant, ça nous apporte plein de bonnes choses, mais il ne faut pas les consommer n'importe comment. Ce n'est pas qu'un truc d'apéro qu'il faut consommer salé, c'est plutôt un petit goûter qu'il faut consommer nature et en faible quantité. Et enfin, privilégiez le fait maison, retournez à vos cuisines, faites cuisiner vos enfants, apprenez-leur à cuisiner pour leur propre vie de demain. Et enfin, l'activité physique, toute occasion de transpirer un petit peu, en bougeant, pas juste en profitant de la chaleur, est bonne et bénéfique pour votre santé. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis, c'est la fin de cette causerie. Merci beaucoup Estelle Nobécourt. Je vous dis donc à très bientôt pour la suite. Au revoir.